Salut les amis, comment vous allez? Ok, aujourd'hui nous allons continuer avec la deuxième partie de la résolution du concours ISE option mathématiques que nous avions commencé. Pour ceux qui n'avaient pas visualisé encore cette première partie, c'est très important. C'est vraiment un exercice de qualité. Voilà, exercice. Ça c'est la première partie. Le premier problème, ça c'est le problème d'analyse. Nous avons déjà traité ça dans notre vidéo précédente. Donc vous pouvez aller consulter cette vidéo. C'est un exercice vraiment intéressant que vous pouvez consulter. Voilà. Et aujourd'hui nous allons continuer avec la deuxième partie qui nous parle d'une intégrale particulière. Voilà. Sinon l'intégrale de départ c'était une intégrale à paramètre n. Donc nous allons spécifier la valeur de n. Maintenant, étudier cette intégrale suivant la valeur de alpha, qui est un réel strictement positif. Et donc, la première question, qui est la question numéro 3, nous demande de déterminer l'ensemble des réels strictement positifs alpha, tel que k alpha soit une intégrale convergente. Donc, quelles sont les valeurs de alpha qui font converger le k alpha? Voilà. Et dans la suite, on dit que nous allons prendre le alpha là, strictement supérieur à 1. Voilà. La quatrième question demande de démontrer que k alpha est égal à l'intégrale allant de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t alpha dt plus intégrale allant de 0 à 1 de t à la puissance alpha moins 2 sur 1 plus t à la puissance alpha dt. Voilà, cette démonstration sera également faite. Donc soyez attentifs à tout ce qui sera dit ici. La cinquième question demande de montrer que pour tout entier naturel n, on a l'intégrale allant de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t à la puissance alpha dt est égale à la somme k allant de 0 à n de moins 1 à la puissance k sur alpha k plus 1 plus Rn avec la valeur absolue de Rn inférieure ou égale à 1 sur alpha facteur de n plus 1 plus 1. Alors, donc ils nous ont donné par où on peut commencer. On dit on pourra appuyer le raisonnement sur l'étude de la somme k allant de 0 à n de moins t à la puissance alpha le tout à la puissance k pour tout t élément de 0, 1. Cette somme est très importante. Vous allez constater dans la suite que c'est vraiment une suite appelée une somme qu'on peut utiliser pour comment dit-on, déterminer des choses très rapidement. Vous allez voir la quintessence de ça. La question 6 nous demande de démontrer que pour tout entier naturel n non nul, on a l'intégrale allant de 0 à 1 de t à la puissance alpha moins 2 sur 1 plus t à la puissance alpha dt égale à la somme k allant de 1 à n de moins 1 à la puissance k moins 1 sur alpha k moins 1 plus Sn avec la valeur absolue de Sn inférieure ou égale à 1 sur alpha n plus 1 moins 1. Ces Sn là, c'est des choses à déterminer également. Dans la suite, vous allez découvrir tout cela. La septième question nous demande d'exprimer alors le k alpha sous la forme d'une série convergente. Voilà. Ça là, c'est vraiment un exercice que vous devez connaître. Voilà. La huitième question ici, on dit soit lambda un nombre réel non nul. On considère la fonction de pi périodique f définie sur grand R et dont la restriction à moins pi est donnée par moins pi à pi vers R qui a tout t associé cosinus lambda t. Donc voilà la fonction f qu'on a donnée. La première question associée à ça, c'est de déterminer les coefficients de Fourier réels de la fonction f. On va voir quels sont les coefficients de Fourier, qu'est-ce qu'on appelle comme ça et comment on essaie de les utiliser ou les retrouver. Voilà. La deuxième question par rapport à ça est d'étudier la convergence de la série de Fourier de f et en déduire la valeur de la somme là, 1 plus 2 lambda au carré somme n allant de 1 à plus infini de moins 2 à la puissance n sur lambda au carré moins n au carré. Et la neuvième question par rapport à ce sujet est de déterminer ou de montrer que k alpha est égal à pi sur alpha sinus pi sur alpha.
La deuxième question, qui est la dernière sur la partie numéro 2, c'est de retrouver le résultat pour le cas où alpha est égal à 2, c'est-à-dire quand nous allons remplacer alpha par 2, quelle sera la valeur de K2. Voilà. Vous devez naturellement suivre cet exercice de façon attentive pour pouvoir bien comprendre, parce que ça serait un peu long, et accrochez-vous pour pouvoir bien comprendre. Alors, voilà un peu la résolution. Nous allons l'expliquer pas à pas, étape par étape, afin que tout le monde puisse comprendre. La première question était de déterminer ce réel alpha pour que K alpha soit convergente. Voilà notre K alpha qui est égal à l'intégrale allant de 0 à plus infini de 1 sur 1 plus t à la puissance alpha dt, avec alpha un réel strictement positif. Voilà. Nous allons donc essayer de commencer par montrer que cette fonction est continue, la fonction intégrante. C'est-à-dire la fonction qui a t associé 1 sur 1 plus t à la puissance alpha est continue sur grand R plus. C'est continu sur grand R plus parce que toute cette fonction est positive. D'accord? Donc, peu importe la valeur de t, ça serait positif. Parce que le t est compris entre 0 et 1, souvenez-vous. Maintenant, l'équivalence de cette fonction 1 sur 1 plus t à la puissance alpha en plus infini, ça fait 1 sur t à la puissance alpha. D'accord? Ici, regardez bien. Quand nous allons remplacer la valeur 0 de t par 0, ça ne va pas causer un problème. Mais quand nous allons remplacer l'infini dedans, ça va faire réel sur infini. D'accord? Réel sur infini, ça nous donne 0. Ce qui ne nous arrange pas trop. Donc, nous allons donc déterminer l'équivalence de cette fonction intégrante à l'infini pour voir ce que ça donne. Donc, nous voyons ici que l'intégrale allant de 1 à plus infini de 1 sur t à la puissance alpha dt converge si le alpha est supérieur à 0. Tout le monde sait que cette intégrale, c'est une intégrale de Riemann. Et cette intégrale converge si le alpha qui est là est strictement supérieur à 0. Et donc, nous voyons que cette fonction intégrante est équivalente à celle-ci qui est 1 sur t à la puissance alpha en plus infini. Par conséquent, d'après le critère d'équivalence, parce que cette fonction est équivalente à celle-ci, d'après le critère d'équivalence, l'intégrale allant de 1 à plus infini de 1 sur 1 plus t à la puissance alpha dt a la même nature que celle-ci. Par conséquent, elle converge aussi si le alpha est aussi strictement supérieur à 1. On est d'accord. Et donc, s'il en est ainsi, nous savions que notre K alpha, c'est l'intégrale allant de 0 à plus infini. Donc, nous allons détailler ça, nous allons séparer ça, utiliser la relation de Charles. Et donc, l'intégrale allant de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t à la puissance alpha dt plus l'intégrale allant de 1 à plus infini de 1 sur 1 plus t à la puissance alpha dt est égale à ce K alpha que nous avons. Et donc, cette intégrale que nous avons montré tout à l'heure qu'elle converge, c'est ça qui est encore ici, si le alpha est supérieur à 0, cette intégrale converge quel que soit le alpha, élément de grand R star plus. On est d'accord? Quel que soit l'élément de grand R star plus. Alors, et donc, K alpha converge si le alpha est supérieur à 1. D'accord? Donc, notre valeur, l'ensemble alpha, pour que K alpha soit convergente, c'est que le alpha doit être strictement supérieur à 1. Et donc, alpha doit appartenir. On peut donc aussi écrire que alpha doit être élément de l'intervalle ouvert 1 à plus infini. Pourquoi pas? Voilà. Donc, c'est l'ensemble 1 ouvert 1 à plus infini qui constitue notre ensemble ici. Donc, regardez bien, nous avons dit que notre K alpha, nous avons écrit notre K alpha sous deux formes. D'accord? K alpha s'écrit sous cette forme plus sous cette forme. Nous avons déjà montré que cette intégrale allant de 1 à plus infini de 1 sur 1 plus t à la puissance alpha dt converge dans ce cas si le alpha est strictement supérieur à 0. Donc, cette intégrale converge déjà. Avant que K alpha ne converge, il faut que ça là, cette intégrale et celle-ci soient convergentes. Nous avons montré déjà que ça là c'est convergent
quand le alpha est supérieur à 1. Maintenant, on va montrer que celle-ci est convergente aussi. C'est ça que nous avons montré ici. Cette intégrale, tout le monde sait qu'elle est convergente, quel que soit le alpha qui est déjà un réel strictement positif. Voilà, donc nous avons deux intégrales qui sont convergentes. La somme de deux intégrales qui sont convergentes, voilà, donne une intégrale convergente. Voilà, c'est pourquoi notre réponse à cette question, c'est que K alpha serait convergent dans le cas où le alpha serait strictement supérieur à 1. Si on ne met pas strictement supérieur à 1, ça serait faux parce que ici, le alpha est élément de grand R star plus. Et donc, union l'ensemble là. Union notre ensemble qui est 1 à plus infini. Donc, il faut qu'on prenne alors cette ensemble. C'est une intersection. Autant pour moi, nous devons prendre cet ensemble du moins, cet ensemble. Voilà. Donc, ça doit donner une intersection qui doit nous donner au finish 1 à plus infini. Donc, c'est pourquoi le K alpha est convergent si le alpha est strictement supérieur à 1 ou si le alpha est dans 1 à plus infini. Et donc, la deuxième question, qui est la quatrième question pour la partie 2, nous devons démontrer que K alpha est égal à l'intégrale allant de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t à la puissance alpha dt plus intégrale allant de 0 à 1 de t à la puissance alpha moins 2 sur 1 plus t à la puissance alpha dt. Voilà. Donc, voilà la proposition que j'ai faite. On dit ici déjà que le alpha de moins est strictement supérieur à 1. Donc, directement, le K alpha est une intégrale convergente. Voilà, parce que dans la question précédente, K alpha est convergente si nous avons cette condition. Voilà. Donc, notre K alpha, on va l'écrire comme la somme de deux intégrales, utilisant la relation de Sachs. Et donc, ça fait intégrale allant de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t alpha dt plus intégrale allant de 1 à plus infini de 1 sur 1 plus t à la puissance alpha dt, que nous allons nommer 1, parce que nous allons revenir sur ça. Nous allons revenir dans cette égalité ou remplacer les choses dedans. Nous allons poser donc cette dernière intégrale qui est intégrale allant de 1 à plus infini de 1 sur 1 plus t à la puissance alpha dt par un grand I que nous allons utiliser pour calculer. Donc ce I est égal à l'intégrale allant de 1 à plus infini de 1 sur t à la puissance alpha facteur de 1 plus t à la puissance moins alpha. Pourquoi ça donne ça? En multipliant ce t à la puissance alpha par cette parenthèse, on va obtenir exactement ce qui est là. Donc en d'autres termes, on a factorisé le dénominateur là par t à la puissance alpha. C'est ça qui donne ceci. Et donc ça fait l'intégrale allant de 1 à plus infini de 1 sur t à la puissance alpha. On peut ramener ça en haut. Et donc ça a fait 1 sur t le 3 à la puissance alpha sur 1 plus 1 sur t le 3 à la puissance alpha. Ce t à la puissance moins alpha, c'est ça qui est 1 sur t. D'accord? Le t moins 1, quand on écrit t moins 1, ça va être 1 sur t. Maintenant, il y a alpha ici. C'est pourquoi ça va être 1 sur t à la puissance alpha. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Donc, nous allons poser le ut, une fonction ut égale à 1 sur t. D'accord? Et donc, le dut va nous donner quoi? La dérivée de cette fonction qui est 1 sur t, ça va faire moins 1 sur t au carré dt. D'accord? Et donc, quand le t tend vers 1, le ut va tendre aussi vers 1 en remplaçant les valeurs dedans. Quand le t tend vers 1, le ut aussi tend vers 1. Et lorsque le t va tendre vers plus infini, le ut va tendre vers 0 parce qu'en remplaçant le t qui est ici par plus infini, on aura réel sur infini qui nous donne 0. Voilà. Ainsi, notre intégrale I devient l'intégrale allant de 1 à 0 de U à la puissance alpha 1 sur 1 divisé par 1 plus U à la puissance alpha, le tout multiplié par 1 sur moins U à la puissance 2 du. On a juste remplacé les choses dedans. On a juste remplacé chaque chose à sa place. En fait, voici l'intégrale. Nous avions posé tout ceci égal à un certain U. Donc désormais, à cette place, on aura U. Donc c'est pourquoi il y a U à la puissance alpha ici.
Et donc, à la place de ceci, il y aura U aussi. Donc, notre dt, nous l'avons tiré à partir d'ici, qui nous donnera simplement ceci divisé par un truc là. C'est ça qui nous donne simplement moins U au carré du. Donc, essayez de remplacer les choses dedans, vous allez trouver la même chose. Et donc, nous voyons ici que quoi? Il y a un moins ici. Quand le moins va sortir, on peut changer maintenant les bornes parce qu'on est de 0 à 1 ici. Et donc, multiplier par ce moins, ça va donner donc 0 à 1. Voilà. Donc, les moins vont partir en changeant les bornes qui sont ici. Donc, ça va faire encore U à la puissance alpha moins 2. Alpha moins 2, pourquoi? Parce que ce U est à la puissance 2. En le ramenant en gros, ça va faire puissance moins 2. Voilà, donc en multipliant par suite alpha, on a alpha à la puissance et U à la puissance alpha fois U à la puissance moins 2. Ce qui nous donne ce qui est ici. Divisé par 1 plus U à la puissance alpha du. On va noter ceci 2. Souvenez-vous, on avait déjà noté l'autre. Égalité 1. Donc de 1 et 2, notre K alpha devient l'intégrale allant de 0 à 1 de 1 sur 1 plus T à la puissance alpha dt plus l'intégrale allant de 0 à 1 également de T à la puissance alpha moins 2 sur 1 plus T à la puissance alpha dt. Ici, le U et T sont des variables muettes. Voilà, donc comme j'ai déjà commencé par utiliser T ici, ça ne gêne pas d'utiliser encore T ici. Donc certaines personnes vont dire pourquoi je n'ai pas mis U. Non, c'est des variables muettes. Donc voilà la démonstration de ce qu'on a demandé. Donc K alpha donne très bien ce qu'on a demandé. La cinquième question nous demande de montrer que pour tout entier, on a dit de montrer que pour tout entier naturel n, l'intégrale allant de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t alpha dt nous donne ceci, c'est-à-dire la somme k allant de 0 à n de moins 1 à la puissance k sur alpha k plus 1 plus rn, avec la variable celui de rn inférieure ou égale à 1 sur alpha n plus 1, le tout plus 1. Alors, ils nous ont donné une indication que nous pouvons utiliser. Nous allons commencer donc par là. Donc, cette indication, c'est ça, la somme k allant de 0 à n de moins t à la puissance alpha, le tout à la puissance k. Regardons bien. Ceci, c'est une série géométrique. Est-ce que vous voyez? Ceci, c'est une série géométrique que nous avons de raison moins t à la puissance alpha. On est d'accord? Donc, c'est tout comme si nous avons Q. C'est tout comme si nous avons un certain UP, c'est-à-dire une suite du premier thème fois sa raison à la puissance n. On est d'accord? À la puissance n. Et donc, notre P ici, c'est quoi? U du premier thème, ça fait le 1. On est d'accord? Multiplié par Q à la puissance n. Et donc, notre n ici, c'est le K. On est d'accord? Notre n ici, c'est le K. Et donc, nous voyons directement que ça fait une série géométrique. Par conséquent, comment on écrit la somme d'une série et la somme d'une suite géométrique? Alors, ça fait le premier thème multiplié par 1 moins la raison à la puissance, le nombre de thèmes. Le nombre de thèmes ici, ça a fait n plus le premier thème, et n moins le premier thème, et plus 1. Le premier indice ici, c'est 0. Donc, ça fait n moins 0 plus 1. C'est ça qui donne n plus 1. Divisé par 1 moins la raison. La raison, c'est moins t à la puissance alpha. Donc, ça a fait 1 plus t à la puissance alpha. Donc, nous avons essayé de réécrire cette somme-là sous la forme normale qui va nous aider. Donc, nous allons scinder cette somme ou cette expression en deux. Ça fait 1 sur 1 plus t à la puissance alpha moins une barre de fraction, ça fait moins t à la puissance alpha de n plus 1 sur 1 plus t à la puissance alpha. Et donc, nous allons multiplier toute cette égalité par l'intégrale allant de 0 à 1. Donc, l'intégrale multipliée par ceci nous donne l'intégrale allant de 0 à 1 de somme k allant de 0 à n de moins t à la puissance alpha, le tout à la puissance k dt, qui est égal à l'intégrale allant de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t à la puissance alpha dt moins l'intégrale allant de 0 à 1 de moins t à la puissance alpha, le tout à la puissance n plus 1 sur 1 plus t à la puissance alpha dt.
Voilà. Donc, nous voyons là qu'on peut tirer cette égalité. Donc, l'intégrale allant de 0 à 1, de 1 sur 1 plus t à la puissance alpha dt est égale à l'intégrale allant de 0 à 1 de k allant de 0 à, de la somme k allant de 0 à n de moins t à la puissance alpha, le tout à la puissance k dt, plus ceci, cette quantité qui est à ce niveau. Donc, nous allons noter ceci 1, parce que nous allons revenir sur ça. Nous allons revenir remplacer les choses dedans. Et donc, nous savions que l'intégrale allant de 0 à 1 de la somme k allant de 0 à n de moins t à la puissance alpha, le tout à la puissance k dt est égal à quoi? On peut changer ces deux, l'intégrale et la somme. On va les changer. On va les changer parce que la raison c'est quoi? C'est parce que la somme ici c'est une somme finie. D'accord? C'est une somme finie. C'est pourquoi on peut changer, c'est-à-dire faire passer l'intégrale devant la somme. On est d'accord? Donc ici vous voyez bien que nous avons moins avant le t. Donc ce moins, ça va être moins 1, le tout à la puissance 1. Donc c'est ça qui est ici, ça va être moins 1, le tout à la puissance k qui est à ce niveau. Donc on fait sortir ceci qui est une constante pour cette somme. Voilà, parce que la somme, le compteur de la somme, c'est sur n, donc, et sur k de moins. Donc ça va faire somme k allant de 0 à n de moins 1 à la puissance k. Donc le moins 1 va dépendre de k, donc ça va rester dans le k. Et donc on fait passer la somme qui est l'intégrale, et je dis la somme, l'intégrale qui est l'intégrale allant de 0 à 1 de t à la puissance alpha k. Donc juste ce qu'on a fait ici, c'est quoi? On a fait rentrer l'intégrale pour que ça puisse passer devant, et ceci est possible parce que ceci est une somme finie. D'accord? Donc on a essayé aussi de faire sortir le moins 1 qui est ici, on a élevé à la puissance k. Et donc nous pouvons dire que l'intégrale allant de 0 à 1 de somme k allant de 0 à n de moins t à la puissance alpha, le tout k ici, attention, on fait beaucoup attention ici, la parenthèse est à ce niveau. Voilà, parce que c'est moins t à la puissance alpha, le tout à la puissance k. D'accord? Donc dt, ça fait la somme k allant de 0 à n de moins 1 à la puissance k. Maintenant, cette intégrale, au départ, cette intégrale, ceci, l'intégrale allant de 0 à 1 de t à la puissance alpha k, quand vous allez intégrer, vous allez trouver que ça donne directement une primitive de ça, ça fait 1 sur alpha k plus 1, t à la puissance alpha k plus 1, pris entre 0 et 1. Donc, on a juste calculé l'intégrale entre 0 et 1 de t à la puissance alpha, le tout à la puissance k. Et donc, ça nous donne quoi? Ça fait donc somme. La somme ici, n'oubliez pas, la somme c'est k allant de 0 à n. D'accord? Donc, ceci, en remplaçant le 1 dedans, on va trouver que ça fait 1 sur alpha k plus 1. Et le 0 dedans, ça va s'annuler. Donc, ça va nous donner moins 1 à la puissance k sur alpha k plus 1. Et donc, ici, faites beaucoup attention, la parenthèse est à ce niveau. Voilà. C'est moins t à la puissance alpha, le tout à la puissance k. D'accord. Et donc, nous avons vu ou calculer ceci. Nous allons le noter 2. Allez remplacer ça dans ce que nous avions noté 1. Et donc, avant d'y aller, on va encore poser comme I1 l'intégrale, la deuxième intégrale. Cette intégrale-là, on a dit quoi? I1 égale à l'intégrale allant de 0 à 1 de moins t à la puissance alpha n plus 1 sur 1 plus t à la puissance alpha dt. Cette intégrale, c'est ça qui est là, à ce niveau, là où nous avons noté 1. Donc, on a fini avec celui-ci. Maintenant, on va également calculer cette intégrale et venir remplacer les deux dans cette égalité. Et donc, en posant I1 égale à cette intégrale, on va majorer ça.
Lorsque nous majorons, ça va donner quoi? C'est-à-dire mettre ça en valeur absolue. Ça va faire la valeur absolue de ça est inférieure ou égale à l'intégrale allant de 0 à 1 de la valeur absolue de toute la quantité là. Donc cette quantité est naturellement inférieure à la même quantité maintenant positive. Vous voyez ici c'est un moins ici. Donc ça serait inférieur naturellement à la même quantité qui est positive. Et donc c'est inférieur ou égal à l'intégrale allant de 0 à 1 de t à la puissance alpha facteur de n plus 1 dt. Ici, on n'a pas divisé par 1 plus t à la puissance alpha. Par conséquent, si nous avons, vous voyez, si nous avons un a qui est inférieur à b, donc l'intégrale de a serait inférieure aussi à l'intégrale de b. D'accord? Serait aussi inférieure à l'intégrale de b. C'est pourquoi, puisque ce qui est ici, l'intégrante qui est là, est plus petit que l'intégrante qui est à ce niveau, alors les intégrales aussi vont respecter les ordres d'infériorité. Par conséquent, notre valeur absolue, la valeur absolue de I1 est aussi inférieure ou égale à l'intégrale allant de 0 à 1 de t à la puissance alpha n plus 1 dt. Et cette intégrale, nous allons calculer ça. Ça fait quoi? Sa primitive, ici quoi? Ça fait t à la puissance alpha n plus 1 sur alpha n plus 1, le tout plus 1 pris entre 0 et 1. Donc ce n'est pas difficile, hein, c'est juste donner une primitive à cette fonction-là. Et pour donner une primitive à ce genre de fonction, nous avons, ce n'est pas difficile, si je prends par exemple a à la puissance n, notre variable ici c'est a à la puissance n. Donc ça une primitive de ça c'est quoi? C'est que ça fait 1 sur, on augmente la puissance de 1, ça fait sur n plus 1 multiplié par a à la puissance n plus 1 aussi. Donc quand vous allez dériver cette quantité, vous allez trouver exactement que ça fait a à la puissance n, parce que la dérivée de a à la puissance n plus 1 nous donne déjà n plus 1 facteur de a à la puissance n. Voilà. Donc les n plus 1 sur n plus 1 vont donner 1 et ça retrouve également ceci. Donc c'est pourquoi ça donne ceci. Donc je sais que vous êtes bon en dérivée déjà. Donc c'est pourquoi j'ai été beaucoup plus vite. Et donc nous voyons que la valeur absolue de I1 est bien inférieure ou égale à 1 sur alpha facteur de n plus 1 plus 1. Cette quantité vient d'où? Ça vient d'ici. En remplaçant 1 dedans, on aura exactement 1 sur alpha n plus 1, le tout plus 1. Voilà. Donc, lorsque nous allons poser notre Rn, parce que la question était que ça soit 1 plus Rn, tel qu'on aura la valeur absolue de Rn inférieure à cette quantité. Donc, nous va poser Rn égale à l'intégrale allant de 0 à 1 de moins t à la puissance alpha le tout n plus 1 sur 1 plus t à la puissance alpha dt. Et donc, nous voyons que le Rn est bien inférieur ou égal à 1 sur ceci. Donc, nous voyons là, ici c'est bien la valeur absolue. Ici c'est bien la valeur absolue qui est là, qui est inférieure à cette quantité. Et donc, que nous allons noter 3. Souvenez-vous, nous avons noté quelque chose 1, d'autres 2, et maintenant ceci 3. Ici c'est le 1, et nous avons cette quantité, nous avons aussi cette quantité qui est dans 2 ici. Donc, on va ramener cette quantité dans 1, et aussi ceci qui est 3. Donc, d'après 1, 2 et 3, quel que soit n éléments de grand N, nous voyons que l'intégrale allant de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t à la puissance alpha, nous voyons que ça donne somme k allant de 0 à n de moins 1 à la puissance k sur alpha k plus 1 plus Rn, avec valeur absolue de Rn inférieur ou égal à 1 sur alpha n plus 1 le tout plus 1. Voilà la démonstration de cette question. Donc la question 6 nous demande de démontrer que pour tout entier naturel n non nul, on a l'intégrale allant de 0 à 1 de t à la puissance alpha moins 2 sur 1 plus t à la puissance alpha, ce qui est dt, ce qui est égal à la somme k allant de 1 à n de moins 1 à la puissance k moins 1 sur alpha k moins 1 plus Sn, avec la valeur absolue de Sn inférieure ou égale à 1 sur alpha n plus 1 le tout moins 1.
Alors, pour le faire, souvenez-vous, nous avons eu déjà à montrer déjà un tel truc dans la question numéro 5 et ils nous ont donné une technique dans la question 5 et nous avait dit d'utiliser cette somme-là. Donc nous allons utiliser la même chose. Mais pour cette fois-ci, avec sagesse, nous allons utiliser la même chose tout en multipliant ça par t à la puissance moins 2. Nous allons multiplier par t à la puissance moins 2 à cause de ce qui est ici. Il y a t à la puissance alpha moins 2 ici. Alors que ici, il n'y avait pas t à la puissance alpha moins 2. Donc pour retrouver des trucs comme t à la puissance alpha moins 2, il faut que nous multiplions ceci, cette expression qui nous avait demandé par t à la puissance moins 2. Et donc, on a t à la puissance moins 2 fois somme k allant de 1 à n de moins t à la puissance alpha, le tout à la puissance k, qui est égal à t à la puissance moins 2. Maintenant, c'est cette somme-là que nous allons encore réécrire. Souvenez-vous qu'on a dit tout à l'heure dans la question 5 que ça là c'est une suite géométrique de raison moins t à la puissance alpha. Et donc, nous allons écrire la somme d'une suite géométrique de raison moins t à la puissance alpha. Le premier terme ici, c'est quoi? C'est que quand le k va prendre 1, donc notre t moins 2, c'est ça qui est encore ici. Donc, c'est cette somme-là que nous allons réécrire maintenant. Ça fait premier terme fois. Le premier terme, c'est k égale à 1. Donc, ça va donner moins t à la puissance alpha. Le tout à la puissance 1. Voilà. Maintenant, multiplié par 1 moins la raison à la puissance nombre de termes. On a appris déjà que le nombre de termes, ça fait n moins le premier indice plus 1. Donc, n moins 1 plus 1, ça revient simplement à n. Divisé par 1 moins la raison qui est moins t à la puissance alpha. Donc, ça fait 1 plus t à la puissance alpha. Nous allons donc faire le calcul de ceci. Quand nous allons multiplier ceci par ceci, ça nous donne bien moins t à la puissance t moins t à la puissance alpha moins 2 sur 1 plus t alpha plus ce plus vient d'ici. Donc, quand nous allons multiplier ceci par ce moins, ça va donner plus désormais. Donc, ça va faire plus moins t à la puissance alpha, ceci quoi, multiplié par ceci, multiplié par moins t à la puissance alpha n fois t à la puissance moins 2. Voici ce t à la puissance moins 2. Divisé par 1 plus t à la puissance alpha. Alors, voyons ça, nous allons multiplier maintenant cette égalité par l'intégrale allant de 0 à 1. Donc, multiplier ceci par l'intégrale, ceci aussi par l'intégrale. Donc, l'intégrale allant de 0 à 1 de t à la puissance moins 2 de somme k allant de 1 à n de moins t à la puissance alpha, le tout à la puissance k, nous donne moins intégrale. On est d'accord? Voici ce moins, le moins qui est là, c'est ça qui est là, moins intégrale ceci. Maintenant, plus intégrale de celui-ci également. Nous évoluons. Et donc, qu'est-ce que nous cherchons? C'est t, l'intégrale allant de 0 à 1 de t à la puissance alpha moins 2 sur 1 plus t à la puissance alpha dt qu'on cherche. Donc voilà, le voilà ici. Donc nous allons le tirer. Quand on va tirer cette intégrale, ça va nous donner donc, on va envoyer ceci de l'autre côté et envoyer ceci ici. Et donc ça fait directement moins intégrale allant de 0 à 1 de t à la puissance moins 2 somme k allant de 1 à n de moins t à la puissance alpha, le tout à la puissance k, plus intégrale allant de 0 à 1 de t à la puissance moins 2 multiplié par moins t à la puissance alpha, le tout à la puissance n plus 1 sur 1 plus t à la puissance alpha dt, que nous allons nommer un grand A. Nous allons nommer parce que nous allons revenir utiliser ça. Ça, c'est juste, on a tiré ceci. Essayez de tirer ceci, vous allez trouver exactement cette expression. Tirer ceci à partir de cette égalité. Alors, d'une part, nous allons calculer cette intégrale-là. Cette intégrale, nous allons calculer ça. Cette intégrale, ça nous donne donc moins. Ce moins qui est là, c'est ça qui est derrière ici. Donc, ça va faire moins somme k allant de 1 à n de moins 1 à la puissance k multiplié par intégrale allant de 0 à 1 de t à la puissance alpha k moins 2 dt. Pourquoi ça donne ça? C'est une somme finie. Comme c'est une somme finie, on peut faire passer l'intégrale dedans. Donc, on peut faire passer l'intégrale dans la somme, comme la somme est finie. Par conséquent, l'intégrale peut rentrer dedans. Vous voyez également que
on a un moins 1 ici. Ce moins 1 serait à la puissance k. On est d'accord? Voilà. Et donc, on va faire sortir ce moins 1 à la puissance k qui est à ce niveau. Et on réécrit l'autre simplement. Ça reste simplement t à la puissance alpha, le tout alpha. Maintenant, il y a un t à la puissance moins 2 ici. Donc, on a juste regrouper les choses, faire passer l'intégrale dans la somme seulement. Donc, ce qui nous donne ce moins 1, on va faire rentrer aussi dans la somme. Donc, quand ça va rentrer dans la somme, ça va faire moins 1 à la puissance k moins 1. D'accord? Maintenant, l'intégrale là, sa primitive, c'est ça qui est t à la puissance alpha moins 1 sur alpha k moins 1. Je sais que vous connaissez la primitive de cette intégrale. C'est ça qui est ici. Donc, on a calculé cette intégrale seulement. C'est ça qui est là. Et en remplaçant 1 dans t, nous aurons directement ce qui suit. Directement, nous avons quoi? Nous avons notre intégrale que nous sommes en train de calculer devient somme k allant de 1 à n de moins 1 à la puissance k moins 1 sur alpha k moins 1. Qu'on va noter maintenant A'. Et d'autre part, souvenez-vous de ce que nous sommes en train de chercher. Nous sommes en train de chercher quelque chose, une égalité. C'est que nous devons avoir cette intégrale égale à ceci, somme là, cette somme plus un Sn. Voilà que nous sommes en train déjà de retrouver la somme qui est là. Ça reste maintenant le Sn. Maintenant, ce Sn là, comment on va retrouver ça? Ils nous ont donné une condition, bien sûr. Par conséquent, la deuxième expression que nous avons dit, que nous allons revenir sur ça, cette expression, nous allons donc la majorer, d'accord? Nous allons appliquer la valeur absolue de ça. Donc, c'est pourquoi ça fait valeur absolue de cette expression-là, qui est la deuxième, est inférieure ou égale à l'intégrale allant de 0 à 1 de t à la puissance moins 2 t alpha n plus 1 sur 1 plus t à la puissance alpha. Cette intégrale à elle maintenant est inférieure ou égale à l'intégrale allant de 0 à 1 de t à la puissance alpha n plus 1 de tout moins 2 dt. D'accord. Voilà. Parce que cette quantité est plus petite que celle-ci. C'est pourquoi les intégrales ont suivi les mêmes symboles d'infériorité. Et donc, on va chercher une primitive de cette expression-là. Et vous savez que une primitive de cette expression, c'est ça. Ça fait 1 sur alpha n plus 1 le tout moins 1 fois t à la puissance alpha n plus 1 moins 1 pris entre 0 et 1. Donc ça là c'est juste la primitive là. Nous voyons donc que en remplaçant le t par 1, ça va donner ceci et le 0 aussi dedans, ça va donner ceci. Donc nous voyons que la valeur absolue de la deuxième expression est donc inférieure ou égale à 1 sur alpha n plus 1 moins 1. Cette expression là, c'est ça qui est ici. Regardons bien. Alpha n plus 1 moins 1. C'est ça que nous sommes en train de retrouver ici, gratuitement. Et donc, si nous pouvons poser, excusez-moi, donc si nous pouvons prendre Sn là égal à cette intégrale là, d'accord, alors on a la réponse. Donc, en prenant Sn égal à l'intégrale t moins 2, t à la puissance alpha n plus 1 sur 1 plus t à la puissance alpha dt, d'après A et A', d'accord, l'intégrale allant de 0 à 1 de t à la puissance alpha moins 1 sur 1 plus t à la puissance alpha dt est bien somme k allant de 0 à n de moins 1 à la puissance k moins 1 sur alpha k moins 1 plus Sn, avec très bien la valeur absolue de Sn inférieure ou égale à 1 sur alpha plus 1 le tout moins 1. Et donc, la question 7 nous demande d'exprimer alors k alpha sous forme d'une série convergente. Alors, regardons un peu. Pour l'exprimer, nous allons utiliser la question numéro 4, la question numéro 5 et la question numéro 6. D'après ces trois questions, nous voyons que notre k alpha est sous la forme là. Intégrale allant de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t alpha plus intégrale allant de 0 à 1 de t à la puissance alpha moins 2 sur 1 plus t à la puissance alpha. Voilà. Nous avons l'expression déjà de celui-ci. Ça c'est d'après la question 5.
ceci d'après la question 6, nous l'avons également. Donc, on a remplacé seulement ceci dedans et ceci dedans. C'est ça qui donne cette expression. Et donc, remarquez que cette somme commence par 0, alors que celle-ci commence par 1. Et donc, nous allons commencer toutes les sommes par 1. Par conséquent, nous allons remplacer. Ici, on va utiliser le premier terme qui est 0. Donc, en remplaçant k égale à 0 dans cette expression, nous allons voir de moins ce que ça a donné. Moins 1 à la puissance 0 qui donne 1. D'accord? Sur 1. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, ça va donner simplement 1 plus somme k allant de 1 à n de moins 1 à la puissance k sur alpha k plus 1 plus somme k allant de 1 à n de cette expression également plus Rn plus Sn. Donc, on a commencé maintenant toutes les sommes par 1. K alpha devient 1 moins 2 somme k allant de 1 à n de moins 1 à la puissance k et moins 1 à la puissance k sur alpha k au carré moins 1 plus Rn plus Sn. Quand nous allons tendre les Rn vers plus infini, ça donne 0. Et Sn également vers plus infini, ça donne 0. Souvenez-vous que Rn et Sn, voilà le Sn. Quand nous allons tendre ceci vers plus infini, ça fait effectivement 0. Même chose pour le Rn. Et donc, alors, nous voyons donc qu'on peut regrouper ces deux sommes-là. Donc, on a regroupé les deux termes qui sont devant les sommes. Donc, ça fait somme k allant de 1 à n de moins 1 à la puissance k sur alpha k plus 1 plus moins 1 à la puissance k moins 1 sur alpha k moins 1. Maintenant, plus Rn plus Sn. Voilà. En rendant ces deux expressions au même dénominateur, voici ce que nous avons. Ça va donner donc 1 plus somme k allant de 1 à n de moins 1 à la puissance k, le tout multiplié par alpha k moins 1 moins alpha k moins 1 sur alpha au carré moins 1. Donc en faisant les calculs, on voit donc que ça fait 1 plus somme k allant de 1 à n de moins 1 à la puissance k, le tout moins 2. Ceci, alpha k et alpha k, ces deux expressions vont partir, ça va rester simplement moins 1 qui donne moins 2. Sur alpha au carré moins 1 plus Rn plus Sn. Souvenez-vous que la question est d'écrire k alpha sous forme d'une série convergente. Une série est une somme infinie. Et donc nous allons tendre le n vers infini alors. Par conséquent, notre k alpha devient 1 moins 2 somme k allant de 1 à plus infini parce que on a tendu déjà le n vers plus infini. Désormais ce n'est plus n de moins 1 à la puissance k sur alpha k le tout au carré moins 1, qui est ce qu'on nous a demandé de démontrer. Voilà. Alors, la 8e question, c'est une question très importante aussi. On nous demande de déterminer les coefficients de Fourier réel de f. Voici la fonction f définie de moins pi à pi ouvert à valeur dans R qui a t associe cosinus lambda t. Souvenez-vous que la fonction pi est périodique de période de pi. Alors, donc, nous allons voir ça rapidement. Ils ont dit que la fonction f est définie sur R dont la restriction est sur moins pi à pi. Et voilà comment ils ont défini ça. Et c'est 2 pi périodiques. C'est très important de remarquer ça. Alors, les coefficients, c'est A0, AN et BN. Tout le monde le sait. Par conséquent, la formule de A0, c'est quoi? Ça fait 2 sur la période multiplié par l'intégrale allant de moins période sur 2, moins t sur 2 à t sur 2, f de t dt. Ça, c'est A0 ça. Donc, en remplaçant les choses dedans, parce que la période, on a dit que c'est 2 pi. En remplaçant t par 2 pi, on a 2 sur 2 pi, intégrale de moins pi à pi, cosinus lambda t dt. Et donc, A0 devient 2 sur pi, intégrale allant de 0 à pi, de cosinus lambda t dt. C'est de 0 à pi désormais parce que la fonction cosinus est une fonction paire. Voilà, vous pouvez ne pas utiliser ça, et vous allez calculer directement. Mais c'est une perte de temps, il faut commencer par avoir les bonnes méthodes. Voilà. Donc, le A0 ici, ça va être 2 sur pi,
une primitive de cette fonction cosinus lambda t, ça fait donc 1 sur lambda sinus lambda t pris entre 0 et moins pi. Et donc en remplaçant les valeurs dedans, 2pi qui se simplifie par 2 doit donner ceci. Ça fait A0 égale à 2 sur lambda pi sinus lambda pi. Attention, les gens vont dire mais c'est 0. Sinus lambda pi c'est 0, mais attention, c'est pas 0. En fait, le lambda n'est pas un entier relatif, c'est un réel en fait. Comme c'est un réel, on ne peut pas annuler le sinus. C'est pas parce que on a pi lambda qu'on va dire que sinus de pi lambda est 0. Non, si jamais le lambda n'est pas un entier relatif, on ne peut pas annuler. Alors que ici, notre lambda c'est un réel. Donc ça ne peut pas s'annuler. On est d'accord? Voilà, donc le A0, voilà son expression. Maintenant le AN. Le AN également, sa formule c'est 2 sur la période fois l'intégrale allant de moins t sur 2 à t sur 2 de cosinus lambda t cosinus nt dt. D'accord. Donc, en remplaçant les choses dedans, c'est-à-dire la période dedans, on a AN égale à 2 sur pi intégrale allant de 0 à pi de cosinus lambda t cosinus nt. D'accord. Pourquoi? Parce que la fonction cosinus est paire. Donc, fonction paire fois paire, ça fait fonction paire. Donc, toute cette fonction est une fonction paire. C'est pourquoi on est allé directement de 0 à pi. D'accord. Donc, ici, normalement, ça va faire 2 sur 2 pi. D'accord. Maintenant, en multipliant par 2, ça va faire 4 sur... Donc, le AN devient 1 sur pi intégrale allant de 0 à pi de cosinus n et lambda plus n de tout fois t. Plus 1 sur pi intégrale allant de 0 à pi de cosinus lambda moins n de tout fois t dt. Pourquoi on a décortiqué ça comme ça? On veut calculer cette intégrale-là. Il faut que vous ayez désormais des techniques de calcul. D'accord? Ici, pour calculer cette intégrale, pour que ça nous soit facile, regardez bien ceci. La fonction cosinus n lambda là, pour le retrouver, cosinus n lambda, ça va faire cosinus lambda t cosinus nt. Maintenant, moins sinus lambda t et sinus nt. Ceci, pareillement, quand vous allez développer. Donc, en fait, quand on développe ceci et on développe ceci, ça va nous donner exactement ce qu'il y a ici. Vous voyez? Donc, on a essayé de scinder ça en deux parties pour pouvoir réussir ça. Donc, il faut prendre ces habitudes-là pour pouvoir calculer les trucs. Surtout, on utilise au niveau des séries de Fourier de décortiquer ce produit-là, sous cette forme-là. D'accord? Et donc, le AN, quand nous allons calculer les primitives directement, les primitives de cosinus, cette primitive et celle-ci, on peut calculer désormais. Ce n'est plus difficile. Ça devient maintenant une seule fonction. Ceci aussi une seule fonction. Donc, en prenant leur primitive, voilà la primitive de cosinus, de sinus et cosinus de n lambda, voilà sa primitive. L'autre également, voilà sa primitive. Et donc, ça donne directement 1 sur pi. En remplaçant le pi, le t par pi, ça nous donne ceci. Ici également, en remplaçant le t, notre t qui est ici par pi, ça nous donne ce qui est là. Alors, quand vous remplacez le 0 dedans, ça va annuler tout quoi. Ça va annuler, ça va sinus de 0 qui donne 0. Et ici, sinus de 0 également. C'est pourquoi ça donne cette expression. Donc, vous faites le calcul, vous allez retrouver exactement ce qui est là. Dans la suite, on voit donc que on peut factoriser par 1 sur pi et donc rendre au même dénominateur. D'accord? Donc, c'est ça. J'ai factorisé par 1 sur pi. Et faites attention également à ce niveau. Quand vous voyez sinus de lambda plus n de tout fois pi sur n plus ceci plus ceci. Regardez bien, le sinus de lambda n plus n pi là, quand vous allez développer ça, vous allez voir sinus n pi, cosinus n et lambda pi. Donc, le cosinus n pi là, ça va nous donner directement moins 1 à la puissance n. En fait,
c'est le développement de cette expression qui nous donne ce qui est au numérateur ici. Quand vous allez développer ceci, vous aurez sinus n pi cosinus lambda pi plus sinus lambda pi cosinus np. D'accord? Maintenant, le cosinus np vous donne directement moins 1 à la puissance n. C'est une expression que vous devez connaître. Cosinus np. Le n est un entier. D'accord? Donc, tantôt, ça peut être pair ou impair. Si c'est pair, ça va donner cosinus de 2pi ou 4pi, ce qui est pair, ce qui va donner directement 1. Si c'est jamais le n est impair, ça fait moins 1. C'est pourquoi la valeur de cosinus de np dépend de n. C'est pourquoi ça fait tantôt 1, ça fait tantôt moins 1. Si le n est impair, ça fait moins 1. Si le n est pair, ça fait 1. C'est pourquoi la valeur de cosinus np donne moins 1 à la puissance n. Et donc, c'est le développement de ceci donc qui donne ceci. Ainsi d'ici. Même chose également. Donc, vous développez ceci et ceci également. Et c'est que vous savez développer sinus de a plus b. C'est juste ça. Sinus de a plus b, sinus de a moins b qui est là. À ce niveau, nous avons les deux expressions que nous avons jugé bien de factoriser par moins 1 à la puissance n sur pi. Voilà. Donc, ayant ces deux expressions, on va rendre ça au même dénominateur. Et donc, an devient moins 1 à la puissance n sur pi, 2 fois sinus lambda sinus np sur lambda au carré moins n au carré. Voilà notre expression de an. Alors, le bn, même chose pareillement pour le an, ça fait donc 2 sur la période fois l'intégrale en de moins pi sur 2, t sur 2. Et là, il a directement simplifié les deux. Et donc, ça fait 1 sur pi intégrale en de moins pi à pi cosinus lambda t. Sinus nt. D'accord? Donc, ça fait dt. Bon, je sais que vous savez pourquoi j'ai écrit ça. Parce que pour bn, ça va faire 2 sur t intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de la fonction f de t. D'accord, la fonction f de t, c'est ça qui est cosinus lambda t. Fois maintenant sinus de nt. C'est pourquoi ça donne ça. Hein. J'espère que vous me suivez. Ah. Donc, notre bn donne 0. Pourquoi? Parce que la fonction cosinus lambda t, sinus lambda t, le produit de deux fonctions. La première fonction est paire et la deuxième est impaire. Le produit de deux fonctions dont l'une est paire et l'autre est impaire est une fonction impaire. Donc, le produit là est une fonction impaire. Par conséquent, son intégrale, le bn, est nul. La question B nous demande d'étudier la convergence de la série de Fourier de f. Une série de Fourier, c'est juste une manière de réécrire une fonction sous forme d'une série, sous forme d'une somme à infini. D'accord? Par conséquent, la fonction f est continue sur un grand R, le grand R. Donc, elle est continue par morceau. Et donc, elle est de classe C1. D'accord? Donc, c'est-à-dire sa dérivée est continue. Elle est de classe C1. Et donc, si nous avons ça, le théorème de Dirichlet, voilà, nous dit que sa série de Fourier est convergente normalement et donc simplement. Si une fonction converge normalement, elle est forcément simplement convergée vers une fonction. Donc, Dirichlet nous donne la main de pouvoir dire que la série de Fourier de cette fonction f converge simplement vers f à cause du fait que f est continu sur R, donc continue par morceau sur R et de classe C1. D'accord? Donc, on va donc donner, ils ont demandé également ça, la valeur, d'accord, regardez, ils ont dit d'étudier sa convergence, non seulement la convergence de Fourier de f, mais d'en déduire la valeur de cette expression 1 plus 2 lambda au carré somme n allant de 1 à plus infini de moins 1 à la puissance n sur lambda au carré moins n au carré. Voilà, donc c'est ça qu'on veut déterminer. J'ai dit tout à l'heure que une série de Fourier, ça permet simplement d'écrire une fonction sous forme d'une série à infini. D'accord, la somme des fonctions, et ça permet d'écrire, autant pour moi,
une fonction comme une somme à l'infini. Et donc, nous savons que une série de Fourier s'écrit comment? Le f, je note ins, la variable ici, le f de ins, ça doit être notre coefficient que nous avons déterminé. Ça va être A0 sur 2, d'accord, plus la somme, d'accord, plus la somme n allant de 1 à plus infini, d'accord, de an cosinus, vous voyez, de an cosinus de nt plus bn sinus de nt. Voilà la forme générale. D'accord, donc nous allons juste remplacer, attention, j'ai dit t, comme la variable ici, j'ai mis ins, bon, je vais remplacer donc le ins par t, c'est juste une variable. Donc, nous allons juste remplacer les coefficients que nous avons calculés, a0, an et bn, dans cette expression. Nous avons vu que bn c'est 0, an nous avons son expression, et a0 nous avons son expression. C'est ça que nous avons fait. Le ft, voilà, tout ceci, c'est l'expression de a0 sur 2 qui donne ceci. Plus somme n allant de 1 à plus infini de moins 1 à la puissance n sur pi, moins 2 lambda sinus lambda pi sur lambda au carré moins n au carré fois cosinus de nt. C'est juste remplacer les coefficients que nous avons calculés dans f. Donc, ce n'est pas fini. Pour retrouver donc la valeur que nous sommes en train de chercher, nous allons exhiber. Souvenez-vous que la fonction f est définie, sa restriction c'est sur moins pi à pi. Donc, il y a une valeur à l'intérieur qui est 0. On peut donc prendre moins pi, parce que moins pi est dedans également. On peut donc prendre f de moins pi. Mais ce que moi j'ai pris ici, c'est f de 0. Donc, f de 0, en remplaçant t par 0 partout, à ce niveau, on aura quoi? Cosinus de 0. Cosinus de 0, ça fait 1. Donc, on aura f de 0, ça va sinus lambda pi sur lambda t plus somme n de 1 à plus infini de 2 lambda sur pi fois moins 1 à la puissance n sur lambda au carré moins n sinus lambda pi. C'est juste cette partie-là qui contient t et qu'on a remplacé dedans. Donc, cosinus 0, ça fait 1. Donc, ça va rester toute cette quantité-là. On est d'accord? Voilà. Donc, le f de 0 ici, ça va me donner 1. Pourquoi? Parce que voici la fonction. En remplaçant cosinus de 0, ça fait 1. Voilà. Donc, le f de 0, ça fait 1 fois égal à tout ce qui reste. D'accord? Égal à toute cette expression. Donc, je disais, le 1 plus 2 sinus lambda au carré, c'est-à-dire l'expression qu'on nous demande là, l'expression là, cette expression, pour retrouver l'expression là, est égale à quoi? Suivez bien. 1 plus 2 lambda au carré, somme n allant de 1 à plus infini de moins 1 à la puissance n lambda au carré moins 1, moins n au carré de moins, est égal à quoi? Nous allons prendre cette expression-là. Regardez bien. Si je multiplie, je prends maintenant l'inverse de ceci. Quand je prends lambda pi sur sinus lambda pi, je multiplie par tout ce qui est ici. L'expression qui est dans le crochet ici, c'est cette expression-là. C'est tout ça là. D'accord? Donc, quand je prends l'inverse de ceci, je multiplie par toute cette expression, je vais retrouver que ceci, multiplié par sinus, d'accord? Ça va dire que ceci va se simplifier avec celui-ci, celui-ci va se simplifier avec celui-ci, et ça va me donner 1 ici. D'accord? Celui-ci, quand ça va multiplier tout ceci, ça va me donner 2 lambda au carré, parce qu'il y a un lambda ici. Le pi qui est là va se simplifier avec ce pi, et ça va rester maintenant 2 lambda au carré sinus lambda pi qui serait simplifié avec celui-ci. Donc ça va me rester 2 lambda au carré moins 1 à la puissance n. Vous me retrouvez exactement ce qui est ici. Donc divisé par le lambda au carré moins n au carré. Donc directement, je vais dire quoi? Que ce qui est à l'intérieur ici, qui est tout ça là, est égal à combien? Est égal à 1. Donc tout ceci est égal à 1. Quand on continue donc, ça veut dire que notre expression qui est là
est égal à cette expression lambda pi sur sinus lambda pi fois 1. Donc, tout ceci, toute cette expression est égale à 1. Et donc, 1 plus 2 lambda au carré somme n allant de 1 à plus infini de moins 1 à puissance n sur lambda au carré moins n au carré est bien égal à lambda pi sur sinus lambda pi. Voilà l'expression de cette quantité-là. Maintenant, la question 9 nous demande de montrer que K alpha est égal à pi sur alpha sinus pi sur alpha. On va voir. On sait que le K alpha, ça fait 1 plus 2, somme K allant de 1 à plus infini de moins 1 à puissance K1 moins alpha au carré, K au carré, d'après la question 7. Ça là, c'est depuis la question 7 que nous avons cette expression-là. Regardons ici, que nous avons déterminé depuis. Maintenant, cette expression K alpha, on est d'accord? Ça fait 1 plus 2, somme K allant de 1 à plus infini de moins 1 à la puissance K sur alpha au carré, facteur de 1 sur alpha au carré moins K au carré. Ici, simplement, j'ai juste factorisé par alpha au carré. Le dénominateur, j'ai factorisé le dénominateur par alpha au carré. Et donc, j'ai fait sortir ça. En faisant sortir ça, me donne 1 plus 2, 1 sur alpha au carré, somme K allant de 1. Attention, c'est somme K allant de 1 à plus infini de moins 1 à la puissance K de 1 sur alpha au carré, le tout au carré bien sûr, moins K au carré. D'accord? Maintenant, regardons bien cette expression et observons également, d'après la question 8b, une expression. D'après la question 8b, regarde l'expression que ils nous ont dit, que nous avons déterminée tout à l'heure. Et nous avons vu tout à l'heure que cette expression est égale à quoi? Que cette expression est égale à lambda pi sur sinus lambda. D'accord? Comparons un peu les choses. Regardons un peu les choses. Ça. Nous avons 1 plus lambda au carré. Somme n allant de 1 à plus infini de moins 1. La puissance n lambda au carré moins n au carré. Regardez bien l'expression là. Et regardez également cette expression. Il y a vraiment une similarité dedans. Donc, notre lambda devient 1 sur alpha. Vous voyez? Notre lambda devient 1 sur alpha. Et donc, là où il y a lambda dans notre expression, on va remplacer par 1 sur alpha. Et donc, K alpha devient 1 sur alpha pi sinus de 1 sur alpha fois pi qui donne pi sur alpha. D'accord? D'où notre K alpha est égal à pi sur alpha sinus pi sur alpha. Exactement, c'est très simple. La question 10 nous demande quoi? La question 10 nous demande de retrouver le résultat pour le K alpha égal à 2. Pour le K alpha égal à 2, donc on va remplacer dans cette expression alpha par 2. Donc K2 donne pi sur 2 sinus pi sur 2. Sinus pi sur 2, ça fait 1. Et donc notre K2 devient pi sur 2. Voilà la réponse de K2. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. La vidéo est un peu longue. Et donc, vous voyez que passer le concours IS option mathématiques, il faut vraiment s'aguerrir. Il faut vraiment s'aguerrir pour pouvoir bien affronter. Mais nous sommes là pour pouvoir vous aider. Nous sommes là pour décortiquer tout ce qui peut vous bloquer. Pour cela, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer. Parce que vous voyez, la partie 3 de ce concours est déjà traitée. Voilà, ça serait très intéressant. Abonnez-vous et réclamez dans les commentaires que j'envoie très vite la partie 3. Merci beaucoup et tout à l'heure.